Stéphane Bureau. Il y avait une importante conférence en fin de semaine sur la sécurité à Munich, les leaders du monde qui étaient sur place. Stéphane Bureau est avec nous. Salut Stéphane. Je n'étais pas sur place, même Et si pourtant... je revendique mon titre de leader du monde. Et pourtant, j'étais pas là, ils m'ont pas invité. Ça, c'est peut-être l'année prochaine, prochaine, qu'il n'y avait pas les moyens. Peut-être qu'il n'y avait pas les moyens de te payer. C'est peut-être... Seul Cube a les moyens de mes services. Et voilà, écoute, on n'est pas poche profonde. Regarde, Stéphane. On se souviendra d'un discours qui avait marqué les esprits, celui de J.D. Vance, où il était vraiment très menaçant, très revanchard. Il était beaucoup dans les reproches à l'endroit des Européens. Là, cette année, le représentant de l'administration Trump qui s'est adressé notamment au monde, c'était Marco Rubio, avec un ton très différent, et un accueil très différent aussi, Stéphane. On dirait que l'Europe attendait un prétexte pour se pâmer à nouveau sur les États-Unis, un discours au terme duquel ils se sont tous levés pour l'applaudir à tout rompre, standing ovation pour Marco Rubio. Clairement, c'était pas du tout la même ambiance que quand J.D. Vance était débarqué à cette conférence importante qui, depuis plus de 50 ans, 60 ans, est au cœur du calendrier de tous les politiques en Occident, et pas que, parce que c'est là aussi en 2007 que Vladimir Poutine avait dit enough is enough. Niet, ça s'arrête ici. Vous êtes en train de dépasser des lignes et faites bien attention. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il avait annoncé qui s'est produit en 2014 puis en 2022. Donc, Marco Rubio, représentant de l'administration américaine, avec un ton différent, mais sur le fond, exactement le même message. Alors, il est peut-être le bon cop du bad cop qui était J.D. Vance, mais encore une fois, sur le fond, rien ne change. C'est le rejet du principal dogme progressiste qui est l'immigration incontrôlée. Il dit, M. Rubio, ce n'est pas de la xénophobie, on n'est pas raciste parce qu'on le dit, c'est au contraire un acte fondamental de souveraineté nationale que de se préoccuper de nos frontières. On verra d'ailleurs un peu plus tard dans l'entretien avec toi que Mme Clinton, Hillary Clinton, semble s'être un peu ralliée à cette idée. Il dénonce aussi la vision dogmatique du libre-échange qui a animé l'Europe, particulièrement l'Union européenne, mais il vise la Chine qui s'est fait des muscles grâce justement à cette obsession du libre-échange, dénonce le protectionnisme, les subventions que font certains États à leurs entreprises, alors c'est la Chine sans les nommer, et aussi dénonce le culte du climat. Il dit ce ne sont pas les règles que respectent tous nos adversaires économique. Alors, il parle certainement de la Chine, mais de l'Inde et d'autres. Donc, il faut arrêter de capoter sur le climat. C'est exactement ce que disait aussi J.D. Vance. Peut-être que J.D. Vance avait rajouté pour les Allemands une visite auprès de Mme Weidel, qui est la patronne de l'AfD, dans la foulée du discours. Et là, on avait dit c'est de l'ingérence. Vous allez rencontrer une leader d'un parti d'extrême droite parce que les partis souverainistes comptent dans la balance pour M. Trump et son administration. Je termine sur ce volet. Marco Rubio dit nos armées se sont battues pour notre peuple, notre nation, une manière de vivre, the way of life, défendre une civilisation qui peut être fière de son histoire. Ça compte. C'est exactement ce que disait J.D. Vance quand il menaçait les Européens de rétorsion si eux se laissaient aller à l'effacement civilisationnel. Donc, même message, mais sur le fond, plus cool. Ben oui. Puis des fois, quand tu mets des gants blancs, il y a certains messages qui passent mieux que si tu débarques avec tes grands sabots. Qu'en est-il de la réaction, Stéphane, au niveau des Européens? Est-ce que tu sens une réelle volonté de ne plus se laisser intimider par les Américains? Oui et non. C'est-à-dire, on roule un peu les mécaniques. On dit, si jamais vous continuez à nous menacer, nous allons nous trouver l'épine dorsale qui nous a manqué pour assumer notre destin, particulièrement en matière de sécurité. Mais c'était un peu un appel main tendue que faisait Friedrich Merz vendredi en disant, vous avez besoin de nous. On est nécessairement des partenaires et nous continuerons à l'être. Mais en creux, ce qu'on comprend, c'est qu'à très court et moyen terme, les Européens pourraient difficilement se passer de ce parapluie de protection américain. Et il y a la patronne de la politique étrangère pour l'Union européenne, Kaja Kallas, qui disait on est plus fort qu'on ne l'a jamais été en Europe. Il y a des pays qui font la queue pour entrer dans l'Union européenne. Alors, soit,
Mais dans le réel, c'est pas totalement vrai. On n'a qu'à penser en France où le Rassemblement national est la formation politique la plus puissante et qui déjà promet de réduire les transferts d'argent vers l'Union européenne, qui a renoncé à un Frexit, une sortie de la zone euro et de l'Union européenne, mais qui est très, très critique. 28 des députés au Parlement européen, on dit entre 26 et 28 sont souverainistes, c'est-à-dire se battent dans les faits, dans l'arène politique de l'Union européenne contre l'Union européenne. C'est un peu comme si à Ottawa, tu avais le Bloc et, disons, un parti indépendantiste d'Alberta qui contrôlait 90 des sièges, ça ne donnerait pas l'impression que le fédéralisme se porte bien. Un dernier sondage, un Eurobaromètre qui a été publié cet automne, disait que 47 des électeurs en Europe seulement font encore confiance à l'Union européenne. Puis quand tu vois les pays qui ont à leur tête, en Autriche, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Hongrie, des leaders qui sont plus que critiques, remettent en question certaines des pratiques de l'Union européenne, on peut relativiser cette force et cette solidarité qui était celle annoncée par Mme Kallas, mais je comprends que dans son rôle, c'est son job. On a l'impression des fois, Stéphane, tu sais, que certains pays ont une rhétorique de plus en plus guerrière, de plus en plus belliqueuse. Puis, tu sais, dans certaines déclarations, il y en a qui laissent carrément entrevoir que la guerre est peut-être plus proche, la guerre est peut-être un peu plus à nos portes là, dans certains pays européens. Il y a le parapluie nucléaire français qui est étendu à l'Allemagne. Est-ce que, dans ton esprit, on va assister à une nouvelle course à l'armement? Bien, elle est peut-être commencée course aux armements nucléaires avec les Américains qui investissent beaucoup dans leurs arsenaux. Ouais. Les Français sont, en Europe, les seuls à détenir le contrôle sur l'arme nucléaire. C'est à peu près 12 de leur budget de la défense. Ils ont deux vecteurs principaux, des missiles embarqués sur des sous-marins et des bombes qui seraient, elles, portées par des avions français. Et ça ne dépend pas du commandement de l'OTAN. C'est un héritage du général de Gaulle, cette force de dissuasion nucléaire. Elle est certainement pas anecdotique, parce qu'on y pensera deux fois avant d'attaquer la France compte tenu de ce qu'elle peut imposer de dommages à un adversaire. Et là, les Allemands disent, est-ce qu'on pourrait négocier un deal où le parapluie s'étend aussi au territoire allemand? Si on envahit ou on attaque le territoire allemand, est-ce qu'on pourrait laisser penser qu'il y aurait une riposte nucléaire européenne qui ne dépend plus des Français? Parce qu'on dira, il y a les Anglais aussi qui ont l'arme nucléaire, mais ils sont dépendants des Américains. C'est une menace à double détente. Les Français n'ont pas besoin de la permission de personne. Puis là, il y a les Polonais qui disent, d'une manière ou d'une autre, il faudrait peut-être qu'on ait cette dissuasion nucléaire. Est-ce que c'est le parapluie français où on se dote, nous, d'armes nucléaires? Écoute, on aurait eu cette conversation il y a quelques années, on aurait dit c'est de la science-fiction morbide. Pas du tout. Et les Polonais, c'est le premier budget militaire de l'Europe, je pense, en ce moment, à peu près à 5 du produit intérieur brut, avec une volonté très sérieuse. Ça change radicalement la donne et ça glace un peu le sang. Il n'y avait pas que des républicains sur place, il y avait aussi des démocrates. Non, monsieur. Hein? Et quels étaient leurs messages? Essentiellement, ils ont résumé par, écoutez, là, Trump, il reste encore 3 ans, attachez-vous, ce ne sera pas toujours comme ça. Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qui disait qu'il y a des rapports infranationaux qu'on peut avoir avec les États-Unis, voire la Californie. Il y a une politique étrangère, comme le Québec a une politique étrangère. C'est pas pour autant un pays encore. Et on verra si à l'horizon ça va se dessiner. La Californie, même chose. Vous pouvez négocier avec nous, vous pouvez entretenir des relations avec nous si vous n'aimez pas les réponses qu'on vous fait à Washington. Ça serait vrai pour d'autres États aussi. Tous ne pèsent pas comme la Californie. Mais c'est, je le disais en début de chronique, Hillary Clinton sur un panel, et là, je vais la citer parce que c'est surprenant, sur la question de l'immigration, qui semble moins loin de Marco Rubio qu'on pourrait l'imaginer, c'est allé trop loin, parlant de l'immigration illégale. Elle déstabilise et perturbe. Ça doit se régler de manière humaine avec des frontières sécurisées. Ce que tu peux entendre en creux, c'est le début de la campagne de 2028. Ben oui. Entre autres, avec Gavin Newsom qui a changé son discours sur un certain nombre d'enjeux, sur les athlètes trans, sur la frontière, sur l'immigration. C'est pas de dire on veut se priver d'immigration, mais peut-être que l'immigration illégale, c'était pas la meilleure des idées et on peut
la contrôler ou la mieux contrôler. Donc, Hillary Clinton, là-dessus, qui était un peu dissonante par rapport à ce qu'on aurait imaginé, mais c'est pas juste aux États-Unis. C'est un discours qu'on entend partout en Europe sur cette question qui devient existentielle. Si c'est pas dans les faits pour les populations, on peut en débattre, ça le devient pour les partis politiques dans leur discours. Il faut parler d'immigration. Hey, merci Stéphane, on refait ça demain. Ciao.